Hello chers tous, bienvenue dans ce premier numéro d'un podcast assez spécial parce que c'est un podcast qui sera réalisé avec un homme. C'est pas mon podcast, ce n'est plus aussi son podcast, non plus son podcast, mais c'est un podcast à nous deux. Et plaise à Dieu, on va pouvoir rencontrer beaucoup de personnalités dans les mois, les semaines à venir. Mais ça, c'est notre premier numéro et on va pouvoir le faire ensemble. Ouais. D'ailleurs, on aura aussi d'autres podcasts qu'on va faire ensemble. Et j'ai en face de moi un homme incroyable. Il s'appelle Keban. Keban, comment? Je vais très bien. Et toi, JM? Ça va très bien, ça va parfaitement bien. Ça va, Paris? Ah oui, j'aime Paris. Hein. Comment tu fais? Parce que je pense que Paris quand je suis arrivé en France, j'étais à l'intérieur, dans les provinces. Et puis, j'ai manifesté tout mon désir et le vouloir de monter sur Paris parce que je pense qu'avec tout ce que je fais, c'est une terre d'opportunités. C'est quand même la capitale Oui, de la c'est vrai, francophonie, c'est vrai. comme a l'habitude de le dire le pasteur, l'apôtre Ivan Castano, que nous sommes dans la capitale de la francophonie. Et je peux te dire qu'il y a toute la différence lorsqu'on désire vraiment rencontrer des gens, des personnalités. C'est la ville pivot, en fait. Je crois que c'est parce que tu as une vision. Tu es ici par rapport à une vision que tu veux poursuivre. Oui, quoi. oui, j'ai une vision, tu as su le dire. Je suis un jeune très passionné de communication, de prise de parole en public, de tout ce qui est création de contenu. Et il n'y a pas mieux que d'être à Paris, parce qu'à Paris, je peux rencontrer tout le monde. Je peux rencontrer Philippe Simo, je peux rencontrer le président Sassou, je peux rencontrer n'importe quelle personnalité que je souhaite. Et surtout, avec tout ce qu'on est en train de faire déjà, même ce projet-là, il y a des personnalités qui peuvent potentiellement nous contacter depuis l'Afrique. Mais si on est dans les provinces, ça va être un peu chaud. Tu vois, c'est là où je me suis dit, c'était mieux pour moi d'être à Paris. Oui, je vois que tu poursuis une vision. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens Ouais, parce que il c'est faut- très important. il faut Parce que rappeler. j'aime souvent me poser cette question, le rôle de la vision. Mais entre vivre à Paris et vivre en province, en termes de tranquillité, en termes de paix, en termes je préfère vivre en province. Parce que Mais- moi, je préfère largement tout sauf Paris. Parce que je pense qu'ici, ça va vite. Trop vite même. Et oui, ça va très vite, il y a trop de monde et c'est difficile de se concentrer. Alors que dans une province, tu as la possibilité d'être dans un milieu très tranquille, tu vois. Et pour moi, qui aime la tranquillité, ça me permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir avoir du temps pour moi-même, le temps pour développer mes projets, le temps. Chose que tu n'as pas forcément à Paris. Et en plus, vous avez des trajets qui sont extrêmement longs. Ah, par contre, l'avantage, c'est que ça te permet parfois d'avancer sur un projet. Moi, je sais que ça m'est arrivé hier, par exemple. De j'étais lire un avec- livre. de lire un livre. La Le dernière personal MBA, je l'ai Ouais. lu, je crois, les 200 premières pages dans les métros ici. Quoi. Vous avez les trajets. Déjà, pour te voir, j'ai fait presque 1 heure. Donc, D'ailleurs, c'est la stratégie que personnellement j'ai développée. ouais. À cause des trajets qui sont tellement longs, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours 2 ou 3 livres dans mon sac. Lorsque je prends le train, je sais que j'en ai pour 1 heure ou 2 heures. Lorsque je fais, en fait, j'ouvre mon livre, j'écoute un podcast, je lis en même temps. Et parfois, il m'arrive de prier aussi, en langue ou de façon non audible, au fait, dans le train. Donc, ça me fait gagner du temps. C'est ce que je disais aux du gens, temps en la même possibilité temps. d'avoir des semaines, des journées de 28 heures. Ça, Oui, tu oui. profites de gagner. Tu en fais termes de 2 temps. ou 3 choses en même temps. Ouais. Et la meilleure façon de le faire, c'est dans les trains. C'est lorsque tu attends le bus. Parce que les attentes parfois peuvent aller de 5 minutes à 30 minutes. Tout en pensant au pickpocket. Et tu en profites. Ouais, vous en avez beaucoup ici. Voilà, c'est par exemple les histoires de pickpocket, là. Tu es dans une gare. Chez nous, il n'y a pas, hein? Et nous qui croyons que les voleurs... Pickpocket, en fait, c'est tout simplement un voleur. Ouais, c'est un voleur. On a... C'est bizarre les mots. Non, mais tu sais, le problème, c'est qu'avec les pickpockets, quand tu vas même sur Internet et que tu vérifies des pickpockets, c'est une personne qui te vole, tu n'es même pas au courant Voilà. qui te vole. Quoi, Mais qui c'est te un vole. peu comme aussi chez nous, tu te rappelles le fond de Tietê, hein? Le marché du fond de Tietê, on te vole, tu te rends même pas compte qu'on t'a volé quand tu touches les poches. Trop Ouais, tard. tu te rends même pas compte. C'est bizarre, Ouais. ça va vite. Ça va vite. Effectivement. Donc, on est ensemble avec toi, on va enregistrer ce podcast et on va enregistrer d'autres podcasts. Tant qu'on n'aura pas d'invités dans notre cible, on va continuer, On va continuer. à enregistrer, mais je suis sûr que ça sera juste une question de temps Ouais. avant qu'on aille vers des personnalités ou qu'on soit sollicité par des personnalités pour tourner. Il y a 2 autour d'un concepts que projet. tu viens déjà d'aborder là. On a commencé avec la vision et le temps.
Ce sont des choses qu'on doit aborder dans la suite de ce podcast. Ce sont deux éléments qui sont très importants. Ok, on pourra l'aborder dans le deuxième numéro si tu veux. Oui, avec plaisir. Parce que pour ce premier numéro, on a un thème qui est la génération d'aujourd'hui est-elle une génération perdue? Voilà, ça c'est le thème de notre podcast d'aujourd'hui. Sommes-nous face à une génération perdue ou sommes-nous face à une génération consciente? Alors, je m'en vais te poser la question. Est-ce que, au vu de ce que tu fais, parce qu'il faut rappeler que tu es créateur de contenu, expert en communication digitale, ok, oui. on peut le dire, et tu as une approche assez spéciale qui te permet de te démarquer dans la création de contenu. Il faut rappeler que c'est une première de te voir te lancer dans la vidéo parce que tu t'es spécialisé dans les textes. Et aujourd'hui, c'est très bien et c'est une grâce de t'avoir cette fois-ci maintenant dans la création de contenu vidéo. Ouais. Donc déjà, au vu de ce que toi tu fais, tu te positionnes sous quel angle? Est-ce que sommes-nous face à une génération perdue? Je dirais les deux. Pour moi, je dirais que génération perdue, c'est peut-être l'image qu'on essaie de donner à cette génération. Mais je crois que nous sommes dans une génération. Moi, j'ai été surpris, par exemple, de rencontrer des jeunes qui me disent « J'ai 17 ans, je veux entreprendre. » Alors que moi, à 17 ans, j'avais pas... En fait, c'est vrai que j'ai commencé à entreprendre très tôt, mais à 17 ans, quand on grandissait, même dans l'entourage, on n'avait pas beaucoup de gens qui pensaient à entreprendre. C'est peut-être parce qu'à cette époque aussi, les réseaux sociaux n'étaient pas assez ouverts à tout le monde. Mais quand je vois un jeune de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans me dire que je veux entreprendre, je me dis qu'il y a encore des personnes sur qui on peut compter, tu vois. C'est juste que les médias, tu sais comment je déteste ces trucs, c'est que ces médias essaient de nous projeter une image d'une génération qui va à la perte. C'est la raison pour laquelle les personnes dans l'ombre qui essaient de faire quelque chose ou qui veulent être quelque chose ne sont pas écoutées. En fait, on donne de la lumière aux personnes qui ne méritaient pas d'avoir de la lumière. Et c'est ce qui donne aux gens cette impression que nous sommes en train de vivre dans une génération qui est perdue. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Donc, on est face à deux réalités. Ceux à qui on met de la lumière ne le méritent pas plus ou moins parce que ces personnes ne sont pas porteuses des valeurs de bienséance, des valeurs d'empathie, de tout ce que tu veux, de respect, d'honneur, de loyauté. Alors que dans l'ombre, il y a une vraie génération très consciente de son potentiel et essaie de faire des choses. C'est de ce constat. C'est ce que je dirais parce que quand on donne de la lumière à une mauvaise personne, je vais te prendre juste un exemple très simple. Si tous les Camerounais que toi tu as rencontrés étaient des personnes très bavardes, tu auras cette définition du Camerounais, que les Camerounais sont bavards. D'ailleurs, pour ne pas te couper, ce qu'on dit les Congolais, que les Congolais, c'est des infidèles, par exemple. Voilà. Alors que moi, je ne le suis pas. Moi aussi, je ne le suis pas. Donc, tu vois, voilà, on va juste rentrer sur cet exemple-là. Tous les Congolais sont infidèles. Généralement, ailleurs, quand on quitte le Congo, après, on ne sait pas desquels des deux on parle ou de quel Congo on parle. Mais quand on arrive ailleurs, quand on quitte nos deux Congos, on a l'impression que tous les Congolais sont infidèles. Parce que des gens ont rencontré certains Congolais qui étaient infidèles. Mais moi, je ne condamne pas ces personnes-là. Si tu as eu, par exemple, 3 partenaires congolais et les 3 ont fini par te tromper, c'est normal que dans ta tête, ce soit ça la définition du Congolais. Mais ce n'est pas, en fait, une définition qui est vraie. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'une personne dit ce qui est vrai que c'est la vérité. C'est vrai que tu as rencontré 3 Congolais qui étaient infidèles. Ça a conditionné ta définition du Congolais, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que chaque Congolais est différent. Il en est de même avec cette génération. Les gens qui ont la lumière, je ne dirais pas que ces personnes ne méritent pas, parce qu'elles ont certainement travaillé dur pour arriver là. On ne va pas saboter le travail d'autrui. Mais c'est juste que ces personnes qui ont la lumière ne sont pas des personnes qui inspirent ou qui vendent en bien cette génération. C'est juste ça le problème. Mais si on essaie de rentrer en profondeur, on verra que cette génération manque des repères. C'est peut-être la raison pour laquelle on doit être là. Ah, ok. Donc, pour toi, tu penses que cette émission, d'ailleurs, qui va s'appeler Identité, a toute sa place. A toute sa place, oui. Donc, nous sommes légitimes. Légitimes? On va commencer. Voilà. Donc, on va essayer de voir les choses sous un autre angle. Tu es chrétien, c'est bien ça. Et la dernière fois que nous étions en live avec toi, tu avais dit
que s'il y a un verset qui te motive, qui te challenge, c'est le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Oui. Quelle est la place du chrétien dans cette réalité-là? J'aime bien ce passage parce que, et on va encore revenir sur cette histoire de génération perdue. J'ai dit une fois aux gens, le problème avec notre génération, c'est que les gens bien refusent de parler. Les gens bien restent dans l'ombre parce qu'ils se disent, je veux pas paraître. Il y a tellement une notion du faux que les vrais ont maintenant peur d'être vrais. Ce qui fait que le faux est devenu une norme. Nous vivons dans une génération où une personne qui est vraie, qui dit par exemple, moi je suis fidèle, il a peur de le dire parce qu'on va dire qu'il ment ou cette personne ment. C'est bien ça le problème. C'est que, et voilà pourquoi je dis, moi je n'ai pas peur de dire que je ne trompe pas. Je n'ai pas peur de dire que je suis quelqu'un de discipliné. Je n'ai pas peur de dire que je suis bosseur. Je n'ai pas peur de dire que je suis différent. Je n'ai plus peur de ça. Pourquoi? Je veux qu'une personne puisse accepter sa différence. Je veux qu'un conscient puisse être fier de l'être. Je veux que celui qui se sanctifie soit fier de sa sainteté. Je veux que celui qui bosse dur soit fier de son charbon, de son travail, de son dur labeur. Je veux que les gens assument qui ils sont. Parce que cette société essaie de tuer des gens bien. Cette société essaie de nous faire vendre ou de nous vendre des choses qui ne sont pas vraies. Voilà pourquoi dans ces programmes comme Identité, on doit faire de notre mieux que cela traverse même le Congo, traverse l'Afrique, traverse la France pour qu'une personne dans sa chambre, un adolescent qui... Moi, je rencontre des adolescents qui ont du mal à affirmer. Une fois, je me rappelle, je fais une publication où je disais je ne vais pas au fait, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent, mais en fait, je croyais que j'étais anormal. J'avais peur de l'assumer. J'avais peur, je me disais que c'était moi le problème. Tu vois, aussi longtemps que j'allais rester dans l'ombre, ces personnes allaient croire qu'elles étaient le problème. Elles allaient elles allaient chercher des solutions aux problèmes qui n'existaient pas. Elles allaient commencer à travailler, à changer quelque chose qui était bien en quelque chose qui ne devrait pas être, tu vois. Et quand je dis la création entière attend avec un ardent désir, c'est que la création soupire. Parce que la suite dit, la création soupire. C'est-à-dire, le monde va mal. Le monde va mal. La médecine va mal. Le droit va mal. Combien de personnes innocentes vont en prison? Pour l'interrogation. Combien de personnes perdent la vie à cause des docteurs qui ne sont pas aptes, qui ne sont pas humains? La médecine va mal. Le droit va mal. Les médias vont mal. La solution, c'est qu'une génération de jeunes gens conscients de leur identité doivent envahir les sphères d'influence. C'est bien ça. Voilà. Et de préférence, un peuple chrétien pour toi. Un peuple chrétien, c'est parce que c'est ce qu'on est. Chacun va vendre son identité. Ou ça, par exemple, si là où tu es, je suis sûr que tu souhaiterais que ce soit un Congolais qui gagne, peu importe une compétition. Ce n'est pas parce que tu as un problème contre un Camerounais, un Ghanéen, mais s'il y a un Congolais, tu veux qu'il soit gagnant. Donc, pour moi, c'est ça. On est chrétien, on a déjà un avantage. On connaît vraiment où on va. En plus, on a une religion qui nous donne aussi notre rôle dans cette société. Pourquoi ne pas utiliser cette puissance que nous avons pour pouvoir éclairer? Nous sommes une lumière. Voilà. Le but, c'est éclairer. Voilà. Il faut avoir le courage d'assumer sa différence. C'est ce que Kéban essaie de nous dire à travers ces mots, qu'il est important d'assumer sa différence. Tant que tu n'assumes pas ta différence, tu te feras piétiner. Et c'est très, 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 très important. Alors, Kéban, on va évoluer dans notre échange. Il faut rappeler que nous sommes dans Identité, le podcast qu'il vous faut écouter. N'oubliez pas de partager ce podcast-là. Allez sur la chaîne YouTube, on vous dira, parce qu'on n'a pas encore décidé, est-ce qu'on va lancer une chaîne YouTube commune ou est-ce qu'on va se partager les épisodes? De toutes façons, quand ils verront ce podcast, ça sera certainement sur l'une des chaînes. Voilà, soit la chaîne YouTube de Kéban, soit ma chaîne YouTube. Et on va voir avec comment est-ce que, potentiellement sur TikTok, on va se partager les cuts. Ouais. Mais sur, on appelle ça quoi? Sur les plateformes de téléchargement légales, Spotify et bien d'autres, peut-être qu'on gardera le même nom, Identité. Ou encore, on va trouver une solution. Ce qui est sûr, on va trouver une solution. Moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où moi, je rencontre des gens qui te disent, parfois à 20 ans, à 24 ans, comment
découvrir sa mission sur Terre. Toi, à quel moment, parce que nous sommes dans une génération perdue, ça veut dire que quand on est dans une génération perdue, on a des gens perdus. À quel moment, toi, tu t'es retrouvé? Parce qu'on est tous perdus d'ailleurs, au départ. Après, on se retrouve, on fait cette rencontre avec nous-mêmes. Toi, à quel moment tu as pris conscience que, écoute, je veux devenir un Datsman? Wow. Vraiment, moi, j'ai eu la grâce, et c'est une grâce, hein, c'est vraiment pas un acquis. Avant, je voulais être militaire. Ah ouais? Ouais, je voulais être Tu es militaire. Mboshi? Non, non. Parce que j'étais passionné par tout ce qui était lié à l'armée haute. Mais j'étais encore enfant. Ensuite, j'ai voulu être douanier parce que mon père était douanier. Ainsi de suite. Les rêves s'enchaînaient par quantité. Je voulais être aussi, je voulais être cela. Et je connaissais pas encore Christ, sérieusement. Jusqu'en 2013, j'ai voulu être prêtre. Wow. J'ai voulu être prêtre. Je pense à 2 semaines d'aller au petit séminaire. J'ai pris la décision de ne plus aller parce que je me disais, je ne veux pas être père, je ne veux pas me marier. Rapprochez un peu du micro. Je veux pas être père, je ne veux pas me marier. Toutes ces choses-là m'ont fait peur et je me suis dit non, je peux servir Dieu en étant marié. Donc c'est là où j'arrête tout de suite cette idée. Je dis stop à cette idée de vouloir devenir prêtre. Et je vais vivre chez ma mère. Quand je vais vivre chez ma mère, je commence déjà à réfléchir. Je dis, mais tu vois, j'étais encore un peu jeune. J'étais proche de Non, j'avais déjà mes 18 ans. Donc, je réfléchissais. Là, on est dans les alentours de 19 ans. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ensuite, je monte à Brazzaville. Quand j'étais au bac, je monte à Brazzaville. Je fais une première rencontre à Impact Centre Chrétien. Donc, je rencontre Daniel. Avec Daniel, en échange, je sens que j'ai une passion pour la communication. Ceux qui sont autour de moi constatent aussi, mais toi, tu as une passion, tu es vivace quand tu communiques un message, tu parles avec... J'avais pas encore la maîtrise de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments pouvant me donner d'être un bon orateur, un bon leader. Mais on sentait déjà un leadership chez moi assez remarquable. Du coup, quand je fais la rencontre avec Daniel, il y a certaines choses qui arrivent. Je découvre que je suis fait pour les médias. Il y a une passion. Vraiment, la rencontre avec Daniel m'a donné de comprendre que j'avais une passion pour les médias. Le jour où on échange autour de ça, je dis, mais j'aimerais faire ceci, faire. Quelques jours plus tard, il me donne l'opportunité de voir exprimer mon talent. Et là, je développe avec Daniel, de façon pratique, des compétences qui aujourd'hui me donnent de pouvoir être très à l'aise devant une caméra, de pouvoir mener à bien des échanges, des interviews. Mais j'avais pas encore à ce moment-là découvert ma mission, mon battement de cœur. D'ailleurs, je vais pas dire que je l'ai découvert en totalité, mais je sais plus ou moins sur quoi Dieu m'a appelé. Et je vais rencontrer une autre personnalité, Tony Branlin-Zikou, Flavie Lombo. Je vais rencontrer d'autres personnalités, Max Sakala, à travers des enseignements, l'écoute des enseignements. Je vais me mettre à écouter énormément de podcasts de Miles Monroe, de T.D. Jakes, de Joshua Salman. Et en écoutant toutes ces personnalités, je me suis rendu compte que j'avais un couloir. Ce couloir-là, c'était potentiellement l'enseignement. Okay. Mais je ne sais pas encore dans quoi. Est-ce que c'est dans le développement humain? Est-ce que c'est dans la prédication? Est-ce que c'est envers les sphères d'influence? J'attends encore des précisions de la part de Dieu, mais plus ou moins, j'ai un cœur pour l'enseignement. J'ai un cœur pour la transmission. Je me sens très à l'aise dans l'art de... C'est-à-dire, je ne force pas lorsqu'il s'agit de transmettre. Et dans l'intimité, les personnes avec qui je partage ma passion me disent, il y a vraiment quelque chose. J'ai pas peur, en fait. Mais ça se remarque, en fait. Quand quelqu'un est appelé à faire quelque chose, il n'y a pas beaucoup d'efforts. D'ailleurs, j'ai une passion incroyable pour les enseignants. J'aime les enseignants. J'aime pas écouter un message, par exemple, sur la foi avec un seul enseignement. J'aime quand c'est des séries d'enseignements. J'aime que tu me parles de la foi en 100 épisodes. J'aimerais que tu me parles de la sanctification en 100. Ces choses-là, je vais les manger, m'asseoir dessus, parce que ça me donnera d'avoir une vie d'ensemble. Donc, ce qui m'a permis de découvrir plus ou moins la mission que Dieu a déposée au-dedans de mon cœur, c'est les fréquentations,
et ce que j'ai écouté. D'accord. Je vois. Les fréquentations et ce que j'ai écouté. Je ne vais pas dire que j'ai mis les genoux à terre pour crier. Non. Je mets les genoux à terre, j'ai les confirmations de ce que je sens dans mon cœur. D'ailleurs, dans les livres de Tony Branlin, je ne sais pas si j'ai... Ce que jeunesse devrait savoir, je crois. Non, être établi dans la gloire. Voilà. Ah, il est écrit en 2e. Voilà. Il en a écrit même un 3e ou un 4e, si je me trompe. Dans ce livre que je vous montre, voilà, c'est un de mes mentors. Je l'aime énormément. Dans ce livre, par exemple, Tony Branlin Décou met à la disposition de plusieurs de ses orateurs, plutôt de plusieurs lecteurs, les différentes approches pour découvrir sa raison d'être. Donc, il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la lecture des livres. D'ailleurs, même en te suivant, quelqu'un peut découvrir sa raison d'être. Moi, beaucoup de personnes m'ont dit ça. Voilà, en étant proche de Kéban, vous pouvez découvrir ce à quoi vous êtes appelé. Moi, j'ai dit aux gens qu'on devait fréquenter des gens par intérêt, ça a été mal pris. Oh, non, mais loin de là. D'ailleurs, c'est même quelque chose que je recommande. Fréquenter les gens pour un intérêt clair. Bah oui, c'est logique. Je sais qu'aujourd'hui, mais je vais vous dire, lorsqu'on s'est connu avec Kéban, on a échangé, mais moi, j'ai pas eu honte de dire à Kéban, j'ai besoin d'apprendre à mieux écrire comme toi. Il m'a dit... D'ailleurs, si vous voyez qu'en quelques semaines, j'ai pu gagner 2000 et quelques abonnés, c'est suite au conseil de Kéban. Merci. J'ai dit, ça c'est un frère qu'il me faut avoir dans mon sillage. J'ai demandé conseil. N'ayez pas honte d'approcher les gens avec un intérêt clair dans votre tête. Les gens le prennent très mal. Et moi, je ne sais pas. On ne peut pas évoluer dans la vie. Tu sais, moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un m'a dit, je crois, si vous dites ça, ça veut dire que, par exemple, le SDF qui est dans la rue, on ne doit pas le fréquenter. J'ai dit, bah non. On peut le fréquenter. Ça se trouve que le mec, il a de la sagesse énorme. Voilà. Tu vois, il a de l'expérience à te partager. Il y a des SDF, tu les rencontres, ils ont un sens d'humour. Incroyable. Tu vas, c'est-à-dire, quelle que soit ton humeur, il sait te changer, tu vois. Et il y a aussi des personnes, peut-être qu'intellectuellement, ils n'ont pas eu cette opportunité que nous avons eu d'aller très loin, par exemple à l'école, scolairement j'allais dire, mais cette personne a une sagesse remarquable. Cette personne te donne des conseils, tu te dis, mais purée, tu peux ouvrir un cabinet. Ouais. Tu vois, ce genre de personnes, tu me parles de Daniel Makaya. Certainement, il ne s'est même pas rendu compte comment ça s'est fait. Oui. Mais c'est juste que cette rencontre a transformé toute une vie. Voilà, c'est-à-dire, grâce à Daniel Makaya, toi, tu as été transformé. Grâce à toi, plusieurs seront transformés, voilà. Ou plusieurs sont transformés. Tu vois, ça, c'est vraiment une grâce. Et moi, quand je vois les gens se dire non, moi, c'est un truc, j'ai été cash avec ça. Je le dis même, mon meilleur ami avec qui on passe plus de temps, le jour où on ne s'apporte plus rien, ça s'arrête. Là, par contre, maintenant, il y a une approche un peu plus choyée que ce que tu viens de dire. C'est que nous sommes, en fait, dans les rencontres de notre vie, on a 3 types de rencontres qu'il faut identifier. Dis-moi. Voilà. Il y a, lorsqu'on vient sur Terre, il y a déjà des rencontres dont Dieu nous oblige ou la vie nous oblige. Exactement. Les parents, les oncles éloignés, autres. On n'a pas forcé, on n'a pas cherché à les rencontrer. Ils sont dans notre vie. Il y en a même, on ne voudrait même pas les connaître. Voilà. Et certains même, on ne les connaît pas, mais on nous oblige dans la vie de les avoir comme parents. Ça, c'est des rencontres et ça, c'est des relations plus ou moins qu'il faut chérir parce que quand le vent tournera contre toi, ce sont des personnes, si tu entretiens des très bons rapports avec les membres de ta famille, les parents seront là. Dans la liste des parents, il y a les rencontres où c'est toi qui décides, à savoir ta copine ou ta prétendante, celle qui va partager ta vie. Le bord biologique. Voilà, le bord biologique, comme tu aimes le dire. Ça, c'est toi qui décides. Tu décides qui va être en bord biologique, qui va t'accompagner pour la vie. Et quand cette personne... Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne choisit pas. Hein. Non, on choisit. Qu'on ne choisit pas. Non, l'amour à ses raisons, des trucs de conneries comme ça. Dire qu'on ne choisit pas la personne avec qui on va partager sa vie, c'est d'une irresponsabilité incroyable. On n'est pas sérieux avec soi-même. Parce qu'en fonction de ce à quoi tu es appelé à devenir ou à être, ce matin, j'ai fait une publication où je dis que mais les relations, ce sont des choix stratégiques. Exactement. Une relation doit être un choix très, très stratégique. Il faut arrêter d'aimer les gens par amour. Non, mais les gens, ils se disent, non, l'amour a ses raisons. Non. On ne choisit pas la personne. Moi, tu sais, j'ai arrêté des relations. Hein. Le cœur était là. Les sentiments étaient là. Il ne faut pas aimer avec le cœur, il faut aimer avec la tête. Donc, il y a, et je pourrais expliquer un peu plus tard, mais revenons d'abord sur les relations.
Il y a donc la relation avec ta femme. Mm. Tu dois l'entretenir. Il y a la relation avec tes enfants. Donc ça, c'est vraiment ta première ceinture. Ouais. Ensuite, il y a les relations d'une saison. Il y a des amis, il faut les avoir pour une saison. C'est pas pour Exactement. dire que lorsque vous ne serez plus amis, que vous devenez des ennemis. Non, c'est juste que tu es rentré dans ma vie pour une mission bien précise. Cette mission est terminée. Je ne peux pas continuer à entretenir cette relation avec toi parce que si je continue à entretenir cette relation avec toi, ça va me causer des problèmes à la longue parce que tu as été un ami ou une amie de 16 ans. Après, il faut aussi comprendre la séparation et la division. Voilà. Parce que beaucoup de gens Donc, ne on se comprennent pas. sépare bien, on continue à entretenir nos rapports de convivialité, de respect, voire même de loyauté. Hein, je peux te recommander chez quelqu'un, tu peux me recommander chez quelqu'un. On n'est pas des ennemis, mais c'est juste que dans le quotidien de tous les jours, on n'est plus au fait dans ces interactions-là. Ouais. C'est très important. Il y a des amis d'une saison. Et les amis d'une saison, on les retrouve très souvent dans nos lieux de travail, Scolaire. très souvent dans le milieu scolaire, académique, parfois dans la rue. Ce sont des amis, on les fait rentrer dans notre vie pour une mission bien précise. Et puis, on les dit hasta la vista, au revoir, parce que la mission est terminée. Mais par contre, il y a des amis d'une saison qui peuvent devenir des amis de la vie. Ouais. Parce que là, on chute dans notre troisième catégorie qui sont les amis de la vie, ou les amis pour la vie, ou encore les amis de la destinée. Les amis de la destinée, ce sont des personnes qui rentrent dans ta vie, mais s'ils sortent, tu sens qu'il y a un élément qui manque, il y a une pièce qui manque. Ça bouscule. Ça bouscule. Parce que ce sont ces amis que Dieu, pour les croyants, que la vie, pour les non-croyants, les athées, a préparé impérativement pour toi en fonction de la mission que la vie ou Dieu t'a assignée. C'est important et c'est là où il faut être le plus sélectif possible. C'est là où il faut être le plus vraiment méticuleux, c'est-à-dire calculateur possible. Il faut choisir ces relations-là. Soit il y a certaines relations, moi j'aimais ce que l'apôtre Yves disait. L'apôtre Yves disait qu'il y a des relations dans sa vie, Dieu les a imposées. Dieu a dit, tu dois fonctionner avec lui. Exactement. Tu dois travailler avec lui, tu dois travailler. Surtout pour les personnes qui sont appelées au ministère. Voilà, tu dois généralement. travailler avec lui, tu dois travailler avec lui, tu dois travailler. Et il a dit, il y a d'autres relations. C'est moi. J'ai choisi que ces personnes-là soient proches de moi. Donc, quand tu comprends comment fonctionnent ces trois types de relations, mon frère, tu vas très loin, très vite dans la vie. Parce que tu sais que lui, il est dans ma vie pour une saison. Lui, il est dans ma vie pour toute la vie. Donc, je le chéris, je fais tout ce qui... Et lui, il est là, il sera toujours là pour la vie. Non, mais on parle toujours de génération. Il y a ce qu'on appelle la mue. Tu connais la mue, l'étape, par exemple, où un animal va changer de peau, généralement des serpents. Et des gens ne savent pas que nous sommes appelés à changer. Il y a ce qu'on appelle, je crois, soit, je ne sais pas si c'est métamorphose ou métamorphose, c'est-à-dire le changement. Le changement. Nous sommes appelés à changer au quotidien. Aujourd'hui, quand un serpent grandit à un niveau de sa vie, il va vouloir changer. Il y aura une mue, il y aura une transformation. Et dans cette transformation, ça veut dire que tout ce qui était tout ce qui était ancien change. C'est ce que l'aigle aussi fait, si je me Oui, trompe. tout change et en grandit. Aujourd'hui, par rapport à des saisons de la vie, je ne peux plus continuer à aller avec certaines personnes. Ça, c'est vrai. Par rapport à qui je suis devenu, je ne peux plus fréquenter certaines personnes. Ça, c'est vrai, je te le conseille. Moi, aujourd'hui, je normalise qu'un ami, par rapport à sa nouvelle vie, puisse se séparer de moi. Ouais. Par contre, on doit juste, comme j'ai dit, nuancer la séparation et la division. Tu vas voir que même Dieu, quand il appelait une personne, il dit « quitte la maison de ton père et de ta mère ». Il ne disait pas « divise-toi », « quitte ». C'était une séparation. Tu quittes et tu pars. Mais ça veut dire que si demain là-bas, ça ne va pas, tu peux toujours revenir parce que il n'y a pas eu de division. Il y a eu séparation. De la séparation, on s'est séparés. Tu vois? D'ailleurs, c'est très important de signaler à ceux qui suivent Identité, ce podcast. C'est très important, très important. Vous devez le savoir. L'appel, c'est-à-dire ce que vous êtes appelé à faire, la mission de Dieu dans votre vie oblige la séparation. Exactement. Ça peut être la séparation avec la famille, ça peut être la séparation avec les amis, ça peut être la séparation même avec votre épouse. À ce moment-là, la séparation là, ne veut pas dire que vous divorcez. Non. La séparation revêt plusieurs formes. Ça peut être appelé dans une saison de votre vie à être très loin de ton épouse, à se voir peut-être 2 fois le mois. C'est parce que la mission est très importante. Ce à quoi nous sommes appelés à être ici sur terre pour Dieu est plus important que tout.
Ouais. est plus important que tout. D'ailleurs, dans l'ordre chronologique des choses, il y a Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a ma femme. Vous devez comprendre ça. Dieu, l'appel, ma femme. L'Église vient après, les relations viennent après. Donc, il y a d'abord Dieu, qui est le cœur de tout, le centre de tout. Ensuite, ce à quoi je suis, parce que la femme que j'épouse, je choisis cette femme en fonction de ce à quoi je suis appelé à être. Parce que si je choisis cette femme avant de savoir ce à quoi je suis appelé à être, mais là, on rentre dans le modelage. Il faut qu'on se modèle. Non, Alors que si je fais bien le choix avant et que je sais ce à quoi je suis appelé à être, je sais que c'est un mari comme Kéban qu'il me faut. C'est une femme comme le bord biologique qu'il me faut. Oui, Sans quoi... il faut normaliser la séparation. Non, Il faut normaliser. Moi, je dis, par exemple, j'ai des amis, on était ensemble à l'école de dimanche, qui sont aujourd'hui pasteurs. Mais moi, je ne suis pas pasteur. Par rapport à ce que moi, je fais et par rapport à ce que eux ils sont, peut-être qu'on n'aura plus les mêmes relations. C'est normal. Je normalise ça. Et ça peut paraître dur et ça peut faire très mal. Mais parfois, surtout des personnes qui se retrouvent en couple avant de découvrir qui ils sont, à un moment, quand tu découvres, ça peut arriver que tu puisses quitter même la partenaire de ta vie. Pas de ta vie, la partenaire avec qui tu es. On m'a fait ça. Hein. Ça peut arriver et tu dois normaliser ça. Écoute, aujourd'hui, par rapport à la vie que je veux avoir, par rapport à moi, ça fait mal. Ce sont des conversations qui font très mal, mais qui doivent avoir lieu. Parce que l'un de vous souffrira et ça sera toi. Ouais. Tu vois, il faut à un moment arriver, ça demande beaucoup de courage. Voilà pourquoi moi, quand je vois des jeunes qui ont 24 ans venir me dire je drague une fille, je lui dis qui veux-tu être dans la vie? Voilà. Quand la réponse n'est pas claire, je lui dis tu n'as même pas besoin de commencer à draguer cette femme. Ta première drague devait être la personne que tu veux être. Drague-la. Voilà. Tu vois. Ta première drague doit être la personne que tu veux devenir ici sur Terre. C'est tout. Tu dois te draguer. C'est un peu ça. Et en revenant toujours dans ce concept de génération perdue... D'ailleurs, c'est même le livre. Hein. J'ai écrit sur les relations, un livre qui va apparaître bientôt. On attend ça. Voilà. On attend ça. Impact des relations dans la destinée. Donc, pour dire que la génération est perdue, c'est qu'on manque des repères. Et pour qu'il y ait des repères, il doit y avoir beaucoup de personnes qui se sont découvertes. C'est ce qui manque. Et beaucoup manquent de repères. Et toi, comment tu as découvert ce à quoi tu es... D'ailleurs, tu appelles à quoi? Et tu appelles à la prédication, et tu appelles à... C'est pas Dino, Kéban. Tout le monde peut prêcher. La prédication, c'est de la rhétorique. Ok. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est l'esprit derrière. Ouais. Et la sagesse derrière. Un prédicateur qui convertit des vies, c'est pas la rhétorique, c'est le Saint-Esprit. Yes. Mais sinon, tout le monde peut être prédicateur. Macron, tu lui donnes de prêcher la sanctification, il parle bien en public, il va réussir à captiver le public. Il reste à savoir s'il y aura changement de vie. Donc pour moi, je dis prêcher n'est pas un appel. C'est l'évangile ou être ministre, par exemple, de la porte, ça c'est un appel. Mais prêcher, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je crois que j'en parle très souvent. J'ai grandi avec une mère qui est monitrice à l'école de dimanche. Donc tu vois qu'il y a des enseignements, par exemple les enseignements de Maes Monuro. Quand je l'écoute grand, en fait, pour moi, c'est du déjà entendu ou du déjà vu, parce que j'ai grandi à l'école de dimanche où j'ai reçu des enseignements sur la vision. Et j'ai été à l'école biblique. On appelait ça Institut biblique Parole de foi et version junior. On t'apprend à qui tu dois être, ton ministère, même le ministère, on t'apprend à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et à la chapelle, moi, j'ai été à, je crois, 10 ans, 11 ans, j'avais déjà ces genres d'enseignements, ce qu'on doit être, comment devenir une meilleure personne. Donc moi, c'est à l'école de dimanche que j'ai appris déjà ces cours-là et on lisait déjà à l'école de dimanche. Et donc, à un moment, quand j'ai 15 ans, 16 ans, j'arrive une journée comme ça et je me posais beaucoup de questions. Hein. Je me posais beaucoup de questions. Au fait, au début, tu poses toutes ces questions à ta mère. Mais à un moment arrive que la mère n'est plus intéressée, n'a plus de réponse à certaines questions. Et l'une des questions que je me suis posée, j'avais du mal à répondre, c'était pourquoi je suis sur cette terre. C'était un moment, en fait. Pourquoi tu es quoi? Sur cette terre. Ah, ok. En fait, j'étais comme ça, à un moment, je me réveille, je me dis, mais j'existe. Et je me dis, mais pourquoi j'existe? Et je commence à me poser des questions. Bizarrement, ce jour-là, je ne rencontre pas moi-même, je rencontre Jésus. Bien que je sois né dans une famille chrétienne, je l'étais juste parce que les parents l'étaient. Tu vois, je l'étais parce que, c'était comme une hérédité, quoi. C'était héréditaire. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un salut héréditaire. Je découvre Jésus. Je suis dans ma chambre et je tombe sur un
passage où il y avait un pécheur qu'on avait, je crois, un aveugle. On lui avait demandé, comment tu as fait pour être guéri? Il dit, tout ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je dis, Dieu n'exauce pas le pécheur, ça veut dire que je ne saurai jamais qui je suis tant que je suis pécheur, quoi. Du coup, dans la chambre, je m'assois et je répète les paroles que j'écoutais à l'église, quoi. Je viens à toi et tout. Je donne ma vie à Jésus et je commence à lire la Bible. C'est vraiment dans la parole de Dieu que j'ai découvert, en fait, que Dieu m'a appelé en fait, c'est en lisant la parole de Dieu, en lisant les Écritures, que je découvre vraiment ce pourquoi Dieu m'a appelé. C'est pratiquement la même chose que toi. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai cette facilité. Je dis toujours aux gens... Donc, vous voyez même que la raison pour laquelle on se fréquente, on est presque dans le même couloir. Ouais, on est presque dans le même couloir. Moi, je facture des gens, par exemple, des appels. Et quand je discute avec des gens, je leur demande comment tu as trouvé. Ils disent oui, c'était... En fait, j'ai trouvé en toi des réponses que je cherchais ailleurs. Tu vois, il y a cette facilité. Et c'est même pas que des livres. C'est que quand Dieu t'appelle, je dis toujours, quand Dieu te donne une mission, il te donne la provision. Il te donne tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, il y a plus de facilité. Je dis même aux gens, quand tu es enseignant, parce que tu as fait des études d'enseignement, et quand tu es enseignant, parce que tu as appelé être enseignant, c'est différent. Un enseignant qui est enseignant par appel est créatif. Quand il n'y a pas de créativité dans ce que tu fais, tu n'es pas appelé à le faire. Tu vois? Pour ne pas te couper, tu vas continuer. Ce que Keba dit, au fait, c'est tout à fait vrai. Il y a une grande différence entre lorsque tu vas apprendre à l'école pour enseigner et lorsque vraiment c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, moi, je fais des synthèses de livres. Je lis des livres, je lis et puis je fais ma synthèse dans ma tête. Et quand je transmets, au fait, les différentes connaissances que j'ai piochées ça et là, c'est tout simplement incroyable. En fait, il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des gens pendant un coaching et autres. Je partage quelque chose. Au début, la personne est limite en colère. Il dit, mais dans quoi tu m'amènes? Ouais. Et puis, on arrive vers la fin ou le milieu de notre échange. Mais la personne me dit, mais où est-ce que tu es parti trouver cette sagesse, cette connaissance? Au point où, quand on se donne rendez-vous, la personne te harcèle par message pour te dire « Je suis impatient de te retrouver ». Et moi-même, parfois, il m'arrive, je reste comme, je dis « Seigneur, ces choses sortent de ma bouche. Ouais. Est-ce que c'est vraiment moi, JM, qui arrive à dire autant de choses ?» Je suis choqué par ce que... Et c'est là où je rejoins un peu le pasteur Marc qui, dans ses vidéos, a l'habitude de dire que quand tu partages ce type de connaissances, tu t'enseignes à toi-même, en fait. Exactement. Tu es choqué, exactement. Tu t'enseignes à toi-même, tu te dis, non, ce que je viens de dire là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je ne le disais pas seulement à la personne qui était en face de moi. C'est même un rhéma pour moi-même. Et ça fait que j'ai développé l'habitude d'enregistrer mes séances de discussion avec des gens quand on me pose des questions. Je l'enregistre parce que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de réécouter mes propres enseignements et de m'enseigner. Tu m'as posé une question, par exemple, d'où te vient souvent l'inspiration. C'est généralement dans ce genre de moments. Par exemple, ce que tu es en train de dire, là, tu parles à quelqu'un. Récemment, par exemple, j'enseignais quelqu'un dans un truc de développement personnel. Pendant que je lui parlais, il y a une sagesse qui sort. Je lui dis... Ça, c'est pas... Kéban, ça vient pas de toi. Ça vient pas de toi. Ça, c'est pas tes lectures. Ça, c'est pas la lecture. Ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, écoute, je note ça d'abord. J'ai noté. Et après, ça a été une publication, tu vois. C'est que c'est comme ça, en fait. Quand tu essaies de développer certaines thématiques et tu sens que tu t'enseignes à toi-même. Ouais. Et quelqu'un qui enseigne par appel est créatif, c'est comme j'ai dit. Il y a des enseignants. Moi, j'ai un ami, l'un de mes meilleurs potes. Il pouvait t'enseigner un cours de 9 mois en une journée et tu as compris. Il avait cette capacité de rendre... Moi, par exemple, la physique, il me dit, écoute, tout ce qu'il y a à faire, il m'a mis ça sur une seule page, une feuille rame recto verso. Il me dit, tout ce qu'il y a pour cette année, c'est dans cette feuille-là. Retiens juste ces formules. Le reste, ne lis même plus ton cours. Je te jure, je n'ai lu que ça toute l'année et ça marchait. Tu vois? Et en fait, c'est les gens qu'il nous faut dans la société. Exactement. Les gens capables de synthétiser des trucs compliqués. Il est capable de te rendre quelque chose de très complexe si tu le rends simple. Très simple. Et il ne fait pas d'efforts. Et même quand il fait cours à Rema, il est aussi l'un des meilleurs, d'ailleurs, le meilleur formateur à Rema. Les gens l'aiment. Pourquoi? Il rend tout simple. Et quand tu passes un cours avec Thomas, par exemple, tu réalises, tu dis non, regarde, toi, tu as cette sagesse-là. Tu es intelligent. Ce n'est pas que de l'intelligence. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il est aussi aujourd'hui prédicateur, tant mieux. Mais ces personnes-là, quand ils te prêchent l'évangile,
ils ont des exemples, ils ont des figures de style, ils ont des histoires qu'ils vont te raconter. À la fin, tout ce que tu as à dire, c'est oui, j'accepte. Tu vois? Ils font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. Et moi, je me dis, ce sont ces enseignants qu'on doit mettre au primaire, parce que ces enseignants qui ont l'appel d'enseigner, et au primaire, les enfants sont fragiles. Trop même. Ils ont besoin d'une personne qui le fait par vocation, et non parce qu'il a juste... Quand tu viens juste pour arrondir tes fins du mois, tu gaspilles. Il y a beaucoup de gens qui seront peut-être toute leur vie médiocre à cause du professeur qu'ils ont eu au CP1, au CP2, au CE1. Le cours t'ennuie. Ça dit faire cours t'ennuie. Tu veux juste être payé. Et bizarrement, ça détruit des vies. Et on tombe dans une génération qu'on dit génération perdue. Comment un formateur ou un professeur peut dire à une personne tu es bête? Ça se dit pas, ça. Moi, j'ai rencontré des apprenants, même en communication, tu le formes, tu as envie de pleurer. C'est-à-dire, tu regardes la personne, tu dis ah. Mais la personne a une passion, la personne a l'envie de bien faire. Mais quand c'est comme ça, je dis, ok, Kebang, tu as été aussi débutant à un moment, à un certain domaine, les gens étaient patients avec toi. Je me remets à son niveau. Je commence à prendre des exemples terre à terre, jusqu'à ce que la personne comprenne. Tu vois? Et ces formateurs, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup, qui vont transmettre. Et on est en train de parler de génération perdue. On n'a même pas de repères. Regarde des personnes qui sont nos repères. Ce sont des personnes, tu dis, soit ce sont des personnes pas accessibles, soit ce sont des personnes, quand elles réussissent, elles oublient qu'elles étaient aussi en bas. En train de se questionner. L'idéal serait de s'ouvrir pour permettre à ce que plusieurs apprennent d'eux. Justement. Et aussi, il y a un problème, c'est que lorsque, tu vois, par exemple, aujourd'hui, identité, on ne sait pas quelle est l'ampleur que ça va prendre, ça sera combattu. Ouais. On parle de manque de repères. Lorsqu'il y a des repères, tu n'es pas légitime. On s'en fout que la personne soit légitime ou pas. Si ce que la personne dit édifie des vies, who cares? Tu vois? Yes. Et c'est un peu ça. Et ça, surtout au niveau de l'Afrique, vu que c'est notre première cible, on tue des gens qui sont là pour donner vie. Yeah. C'est ça, au fait, on combat nos héros. On combat nos héros. Oui, on tue des personnes qui sont là pour donner vie. Si quelqu'un avait tué Daniel Makaya, tu ne serais peut-être pas cette personne. Ça, c'est vrai. Qui allait me donner l'opportunité à Brazzaville alors que j'étais nouveau de pouvoir faire de la télé. Voilà. On tue des personnes qui sont là pour sauver. Et c'est un peu... Il y a beaucoup d'érodes dans notre génération. Il y a beaucoup d'érodes en Afrique. Ils savent qu'on va avoir un Jésus et ils tuent. Tous les bébés. Ils tuent tous les bébés. Heureusement, il doit avoir les 3 mages, ceux qui sont capables de dire qu'on ne va pas retourner, tu vois, pour sauver. Et je dis parce qu'au travers Jésus, il y a toute une génération qui sera sauvée. C'est ça le problème. Vous, toutes les personnalités, avec tout le respect possible du monde, si Dieu vous a élevé en autorité, soyez un bon repère, soyez un modèle, soyez un exemple, mentorez les gens. Ouais. Nous, si aujourd'hui, grâce à ce concept qu'on vient de mettre en place, Identité, c'est le podcast qui va bousculer les lignes, que ce soit au Congo. On va conquérir des terrains. Lui, il est mandaté par la chapelle des vainqueurs. C'est un enfant de la chapelle. Moi, je suis un enfant des Paxons chrétiens. Donc, on est des enfants qui sont établis pour récupérer les territoires. Donc, vous qui avez reçu une grâce de la part de Dieu et vous avez été élevés en dignité dans le pays, identifiez les gens, formez-les, soyez des modèles. C'est comme ça qu'on peut rendre la société meilleure. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Gandhi ou Martin Luther King qui disait que si on veut voir un meilleur monde, on doit devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire que le vrai changement dans le monde ne commence pas en demandant aux autres d'être différents, en demandant aux autres de changer de vie. Nous-mêmes, d'abord, on doit commencer à changer de vie. Par la suite, ceux envers qui on a une influence vont devenir nos imitateurs. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. C'est très important de le savoir. Exactement. Moi, aujourd'hui, je me bats, me dis, il y a des choses, tu sais, je t'ai dit, je crois l'autre jour, avant d'avoir 100 000 abonnés, il y avait des choses que je faisais, qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Pas parce que je trouve ça mauvais, parce que j'ai peur. Comment je peux dire? Quand tu sais que tu portes en toi des sémences, l'Africain surtout le Congolais, prend au sérieux sa vie sexuelle. Pourquoi? Il sait que quand tu dis à un Congolais que tu peux être fertile en faisant ça, il arrête. Tu vois? Et aujourd'hui, quand tu sais qu'en toi, tu portes des sémences, tu fais plus certaines choses. Et aujourd'hui, je me dis, si les gens, à l'âge que j'ai, je reçois des messages, hein, j'aimerais te ressembler. Je dis souvent aux gens,
cherche à ressembler à la personne que Dieu veut que tu sois, mais je comprends que tu deviens un modèle pour les autres. Et pour ça, je me bats à être meilleur. C'est pas de l'orgueil lorsque tu réponds, par exemple, cherche à être la personne que Dieu veut que tu sois. Oui. C'est pas par orgueil. Donc, ne le prenez pas mal. C'est juste la vérité. Mais c'est la vérité. Mais toi, quelque part, ça te tient parce que ça te dit, peut-être que je suis devenu un repère. Je crois, je peux te dire, c'est en fin 2024 que je prends vraiment conscience parce que ma page, je crois, augmente. Même pas qu'augmente, je vois les statistiques. Et même pas que les statistiques, je vois les messages que je reçois. Parce qu'avant, j'avais 2 ou 3 messages. Je pouvais répondre à tous mes messages avant. Hein. Il ne me fallait même pas 2 minutes parce que j'en avais pas beaucoup. Parfois pas. Yes. Mais aujourd'hui, presque. Hier, tu sais, j'ai reçu 200 messages sur WhatsApp. Et les messages qui te disent, Kéban, regarde ce que je traverse, regarde ce que je traverse, regarde. Surtout au niveau des dames. Tu dis, cette génération manque de repères. Voilà pourquoi je me suis dit, j'assume. J'assume d'être une bonne personne. J'assume d'être ce grand frère. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des moments, je demande même à ces petits frères de me poser des conseils. Je dis, j'assume d'être ce grand frère. Si vous n'en avez pas eu, j'aurais... De 45 ans. C'est de l'humour noir. Et j'assume d'être ce grand frère de 45 ans. J'assume d'être ce grand frère pour ces petits frères qui manquent de repères. Il y a beaucoup de personnes dans leur maison, les sujets sont tabous. Il y a des gens qui ont grandi dans une maison avec papa et maman, mais certains sujets ne se disaient pas. Et ils vont dans la rue. Ils apprennent selon la réalité de la rue et c'est là où ça fait plus de dégâts. La rue, elle est brutale. Ah oui, la street. La street. La rue, elle est brutale. La rue peut te tuer alors que tu n'es même pas encore né. Ça, c'est vrai. Donc, mort-né. tu es mort-né, fausse couche. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je me dis, il faut que ces plateformes identité. Mais le problème, c'est comme je dis encore, on parle d'une génération. Voici le comportement de l'Africain, DeepSeek, la nouvelle intelligence artificielle. C'est bien, c'est le nouveau concurrent de ChatGPT, ok? Toi, crée une intelligence artificielle. Personne n'est parti chercher l'algorithme de DeepSeek pour dire qu'il y a un bug. Hein. Tout le monde, c'est le nouveau ChatGPT. Toi, crée une IA. L'Africain ne va pas consommer ça parce qu'il consomme une IA. Il va dire, il y a un défaut. Il va chercher les failles et il ne va pas l'utiliser. Je reviens encore sur un truc. Tu lis des livres. Toi, tu vas afficher ta pile de livres qui est derrière toi. Des gens vont te dire, tu es borné, tu es aliéné, tu lis que ceux des Occidentaux, parce qu'on se dit que tu devrais consommer africain. Écris un livre, tu vas écrire un livre. On va dire, les autres sociétés se développent, l'Africain, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des livres. Oui, il écrit des livres. Qu'est-ce qu'on fait avec des livres? Pourquoi vous écrivez des livres? Le même qui avait dit que tu ne lis pas les livres des Africains combat le livre d'un Africain. Tu vois, on veut qu'il y ait des héros dans nos nations. Et on les tue. On les combat. On les combat même pas, on les tue, on les empoisonne. Tu sais, moi, une fois, j'ai répondu durement à quelqu'un qui essayait de me renvoyer la mauvaise graine. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu lui réponds? Je dis, c'est le genre de personne, quand tu leur dis pas des vérités, moi, j'ai le mental. Mais la personne va aller dire ça à une personne qui est en train de commencer et à cause de cette personne-là, cette personne va arrêter son projet. Donc voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu récupères la personne, tu dis arrête ça. On tue nos héros et on se plaint qu'on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle, la génération n'est pas perdue. Il y a des jeunes qui sont dans l'ombre. Je t'ai dit, la génération soupire. La société soupire. Il y a des jeunes qui sont, je dirais pas, il y a des jeunes qui sont en captivité. Moi, quand j'ai lu les messages, je peux te montrer des messages. Bon, on va rester dans la confidentialité. En fait, façon de parler, je peux te montrer des messages. Tu vas dire, ah ouais, il y a des gens qui vivent ça. Par exemple, je rencontre une dame qui a 23 ans. Elle me parle de son petit ami. Le petit ami a 45 ans. Déjà, bon, l'amour n'a pas d'âge à skip et tout. Le petit ami a 45 ans. Elle est enceinte de ce petit ami. Le petit ami est dans un mariage avec des enfants. Et elle le savait. Et elle est désolée. Elle vient me voir. Je dis, mais vous vous mettez dans des situations comme ça. Comment? Que même nos mamans n'ont pas géré à l'époque. Voilà. Et elle a fini par avorter, ainsi de suite. Et elle me dit que c'était, je crois, son 2e avortement, je ne sais pas, avec le même mec. J'ai dit, mais... Mais arrête la relation. Mais le problème... C'est une relation qui n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, tu le sais. 2e avortement, jusqu'à quand? Jusqu'à combien d'avortements? Mais le problème, c'est que cette personne va aller suivre une influenceuse qui va dire, voici mon bébé qui m'a donné, ou voici le mari des gens qui m'a donné un cadeau de Noël, voici la voiture que le mari des gens m'a donnée, voici, on dit titulaire, je suis une tease, tu vois. Les gens assument d'être des femmes légères. Des gens assument
Et ces personnes ont de la lumière. Alors qu'elles ne devraient même pas en avoir. Vous avez donc la possibilité de donner à Identité assez de lumière. Il faut que ce podcast, cette émission soit écoutée dans les radios, au Congo, au Cameroun. Dites-nous, faites-nous des propositions. D'ailleurs, on aura un Spotify, je crois. On doit mettre un Spotify. On va trouver des stratégies. On aimerait être diffusé avec Identité, on aimerait être diffusé au Congo, dans les radios au Congo, en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Faites-nous des propositions. Nous, on est prêts. On va trouver les voies et moyens, des stratégies qu'il faut pour permettre à ce que Identité soit écoutée. Parce que ça révolte d'être face à une génération qui a envie de manifester quelque chose, mais qui est combattue, comme l'a dit Kéban, depuis l'œuf. C'est une problématique. Et à nous, on vient de mettre cette plateforme Identité, plateforme d'expression, et on pourra même recevoir les abonnés, ceux qui veulent. On pourra recevoir nos abonnés, que ce soit les abonnés de Kéban, mes abonnés, si vous êtes en France, on peut se rencontrer autour d'une émission Identité et discuter. Mais ce qui est sûr, on pense qu'on est légitime en mettant en place cette plateforme, parce qu'il y a véritablement des cris de cœur. Kéban reçoit énormément de messages. Je reçois énormément de messages. Il faut rappeler qu'il a plus de vers 100 000 abonnés. Donc, quotidiennement, on reçoit des messages et on pense que, quelque part, non, il faut qu'on en parle. Ouais, il faut qu'on en assez, parle. c'est assez. Bon. Voilà. Alors, Kéban, est-ce que tu as un mot de fin? Parce qu'on tend vers la fin de l'émission, mais est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as 4 minutes, on va dire 4 minutes, et moi aussi, je prends 4 minutes. Je vais regarder la caméra. Je vais dire... Identité, c'est la plateforme qui est venue pour remettre les gens au centre de leur propre vie. C'est-à-dire, grâce à cette plateforme, les jeunes ou encore des personnes qui aspirent à être la meilleure version d'elles-mêmes pourront avoir des raisons de le faire. Donnez à cette émission, à ce programme, la même visibilité que vous aurez donné à des programmes qui ne vous apportent rien, à des séries ou à des feuilletons qui ne vous apportent rien. Et vous pouvez vous divertir de la meilleure façon. Vous pouvez vous détendre de la façon la plus saine. Nous vivons dans une génération où la lumière est donnée aux gens qui devraient être dans l'ombre. Et l'ombre est envoyée aux personnes qui devraient avoir de la lumière. Et nous, je vais dire, celui qui parle de légitimité, on n'en a pas besoin. Du moment où ce que tu fais apporte de la valeur dans la vie d'une personne, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, donnez à ce programme de la visibilité. Je sais qu'il sera combattu. Je sais qu'il sera critiqué. Il y aura toujours... On s'expose. On prend le risque que nos vies privées soient fouillées, qu'on cherche... Kéban a fait ceci, Kéban a fait cela, JM a dit ceci, JM a fait cela. Et on ne vous promet pas d'être parfait tout le temps. On est des imparfaits. On est des imparfaits. Ça peut arriver qu'on puisse dérouter. Pas dérouter, on puisse dire 2 ou 3 choses. On peut faire des erreurs, on peut faire des erreurs. Accepter cela. On ne promet pas d'être un programme parfait. On promet d'être un programme humain. Alors, donnez à ce programme de la visibilité et le reste est entre vos mains. Voilà, c'est très, 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 très important ce que Kéban vient de dire. Ici est de rappeler que ce programme naît d'une vision ou d'une volonté, d'ailleurs c'est même le prochain sujet qu'on va aborder, la vision et le temps, naît d'une volonté de vouloir se positionner, mais de façon très positive dans la francophonie, dans vos différents pays. Tout ce qu'on souhaite, c'est tout simplement être écouté. Si en nous écoutant et que vous sentez que ce qu'on vous partage vous apporte un plus, donnez de la force. Dites, prenez l'émission, envoyez à quelqu'un, recommandez cette émission à quelqu'un, recommandez la plateforme de Kéban, la page de Kéban, ses réseaux à des personnes. Recommandez mes réseaux à des personnes, c'est la meilleure façon que vous pouvez donner de la force. Plus vous allez élever des modèles, vos repères à vous, plus le monde ira davantage de mieux en mieux. Plus vous serez des contributeurs. Et je vous assure qu'on attire à soi que ce qu'on honore. Voilà. Comment est-ce qu'on attire des grâces? Aujourd'hui, Kéban a cette facilité, on peut le dire comme ça, mais c'est une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Mais comment il a pu recevoir cette grâce? Parce qu'il a été au service du bishop David Oyedepo. Il a été au service du pasteur Abraham. Parce qu'il a servi des gens. Le témoignage qu'il partageait où il était choqué par l'un des MC les plus prolifiques au Congo, là, son nom m'échappe. Edwin Gomo. Voilà. On a servi des gens, on a tiré
des grâces auprès de ces personnes-là. Et aujourd'hui, on vient vous servir. La meilleure façon d'attirer ces grâces que nous, on porte, c'est de partager. C'est de devenir des ambassadeurs de ce podcast Identité. Donc, comme on l'a dit dans l'émission, on aimerait diffuser à travers des radios au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, un peu partout. Donc, à vous de nous faire des propositions, que ce soit en écrivant chez Keban ou chez moi. Dites-nous, il y a telle radio qui a besoin des programmes. Voilà, c'est un programme de 50 minutes par là. Et vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux. Keban, chez moi, JM Tikaya. Et sur Spotify, on va définir davantage les choses et on vous apportera des réponses qu'il faut. Ouais. C'était un réel plaisir pour nous de partager ce temps d'échange. On va se dire à très bientôt. Est-ce que tu as des personnes à saluer? Non, moi je fais pas ça. Alors, le bord biologique. Alors, toi tu salues le bord biologique. Je salue Sabrina de Safia, Muriel Aoué. Ah, je connais Muriel Aoué. Ouais. Ouais, je connais Muriel. Je salue Muriel Aoué, je salue Daniel Makaya, Loïc Djembo, Fumko Njinji. Donc, bien des choses à vous et on vous aime. Continuez vous aussi, de là où vous êtes, à être les modèles parce que nous savons que nous sommes tous quelque part appelés à être des modèles. À très bientôt dans Identité. Ciao. Ciao.